À l'époque, Canal a vraiment fait, je pense, un vrai investissement qui fait la différence. Avoir les films de Carolco, c'était une marque qui dépassait le cinéma français ou le cinéma européen. Quand on entre dans Carolco, c'était le premier gros investissement international qu'on faisait. J'avais toujours besoin, dès lors qu'on se lance dans une aventure commune, de connaître la femme ou l'homme avec qui on allait faire un partnership. Je me suis donc pointé. La première rencontre, c'était dans leurs fameux locaux de Sunset. Vous savez comment ils ont démarré, avec l'un avec sa femme, l'autre avec sa petite amie, qui étaient leurs deux secrétaires. Mario et Andy prennent ce nom qui traînait, je crois, dans une société du Panama. Et Mario avait expliqué, ça ne veut rien dire, mais ça sonne bien, on l'appelle Carolco. C'était vraiment le démarrage, on dirait aujourd'hui, d'une start-up du cinéma, quoi. Ils ont enchaîné les succès. But now we come to a period that I call the battle for identity. Lies my grandma told me. Yeah, superstitious devices. Lies my grandma told me. What? Urban mythological rules. Bubble mice, yeah. Salut les kids et bienvenue dans En attendant Godard, saison 18, épisode 40. Cette semaine, émission excès, mépris et invasion. Dès que le vent soufflera, on repartira. Dès que les vents tourneront, nous nous en allerons. Ne pleurez pas nos pères, on vit au fil de l'eau. Regardez votre enfant, il est parti marin. En soi, c'est pas marrant, mais c'était notre destin. Enfin bref, il est 19h et comme disait Peter, c'est l'heure. Eh oui, vous êtes bien dans En attendant Godard, l'émission de cinéma qui est mieux que les autres. Et donc, vous l'aurez peut-être compris via cette citation d'une chanson de Renaud. Évidemment, nous parlerons ce soir de la sortie dans les salles françaises, 7 ans après sa sortie anglaise de Bait, le film de Mark Jenkins. Mais avant ça, nous parlerons d'un documentaire disponible sur OCS, si je ne m'abuse, Carolco, un rêve hollywoodien, co-réalisé par Julien Dupuis et Jérémy Fauchou. Et ensuite, nous parlerons rapido presto de Colony, le nouveau film de Sang Ho-yeon. Et pour parler de ce joyeux programme autour de cette table, il y a bien évidemment la fine fleur de la critique du Grand Ouest à ma gauche, toujours à ma gauche, il y a carrément Floré. Bonsoir Thibaut. Salut Thomas, salut à toutes et à tous. Il y a également deux retours parmi nous, ça faisait longtemps, le docteur Erwan. Bonsoir docteur. Et oui, parce que nous avons eu quelques petites semaines d'interruption, d'émissions spéciales, vous-même vous avez eu des problèmes de transport, tout ça, le travail. À cause de la chaleur. Quelle vie, mon pauvre ami, quelle vie. Ouais, bloqué à Lyon. Oh là là, alors ça... Pendant 3 heures. Nous sommes bien désolés pour vous. Ouais. Tous les trains, c'était un voyage où j'avais 4 trains à prendre et tous les trains avaient un problème. Soit ils étaient en retard, soit ils tombaient en panne. Mais des problèmes différents. Alors des problèmes différents, ouais. C'est super. Des problèmes différents. Ouais. Ça vous apprendra, mon cher, à partir aussi dans des contrées obscures et lointaines, de partir à l'aventure comme si vous aviez 20 ans. Voilà. Mais j'ai été vérifié que les montagnes étaient toujours là. Elles y sont. Mais bref, vous êtes de retour parmi nous, docteur. Oui. Et donc à la mise en son de cette émission, il y a Margot. Coucou Margot. Avant de passer à la section critique de cette émission, quelques nouvelles neuves de tête de ligne. De la merde. De la merde. De la merde. De la merde. De la merde, de la merde. Ah, oh, ça oui, c'est du bon travail. Alors les agendas locaux pour commencer, bien ça va être rapide parce qu'il n'y en a qu'un et ça nous concerne. C'est le prochain film du dimanche soir qui sera le dimanche 28 juin à 20h15, proposé toujours par nous-mêmes et nos meilleurs ennemis du cinéma est mort. Vous aurez la joie de voir ou revoir, en tout cas de voir sur grand écran, le fabuleux Eiga de SS Rajamouli. Voilà le film qu'il a fait en 2012, un film absolument merveilleux sur un pitch a priori extrêmement con. Dans le titre français, Zombie la mouche. Zombie la mouche, exactement. Donc sur un gars qui se fait buter, qui se réincarne en mouche et qui va se venger du gars qui l'a buté. Sur ce pitch a priori extrêmement Z, c'est un des meilleurs films d'action des 20 dernières années. C'est absolument formidable. Sinon, au niveau des sorties nationales, nous en reparlerons la semaine prochaine. C'est bien évidemment le nouveau film de Steven Spielberg, donc Disclosure Day,
Ça fait quand même 3-4 ans depuis The Fabelmans, fin 2022, que le brave Steven n'avait pas de film. Donc il nous revient avec un film de science-fiction qu'il a coécrit avec David Koepp. On a très hâte de voir ça. Comme pas terrible. Hein. Non, le département comme marketing, le département marketing, promo nul. Oui. Autrement, dans un autre genre, c'est probablement nul aussi, mais meilleur en promo, c'est donc Le Vertige, le nouveau film de Quentin Dupieux. Il va sortir a priori 3 films cette année. Hein. Il en avait 2 à Cannes déjà, donc là c'est celui qui sort, c'est celui qui est avec Chabat qui est fait son film en image d'animation qui ressemble en image d'ordinateur de PS1 de 98, de PS1 de merde là pour encore faire de la branlette. Mais nous en reparlerons probablement peut-être la semaine prochaine parce que Margot a envie de le voir. Moi je passe mon tour, hein, j'en vois 1 sur 5, ça me suffit largement. Hein. 1 sur 5 encore sur 6 parce qu'il tourne tellement vite que c'est incroyable. Là. Peut-être que même d'ici la fin de cette émission, il en aura tourné un autre. En même temps, c'est des films qui durent 1h05. Donc oui, et qui pourtant paraissent déjà bien longs. Bref, Le Vertige de Quentin Dupieux. J'irai peut-être voir. Sinon, peut-être dans que j'irai un voir, moi. tout autre genre, mais malheureusement, il ne passera pas à Rennes, il ne passe que au CGR La Mézières, qui est visiblement la meilleure salle quand même du bassin rennais. Donc il passe que à La Mézières, mais en VF, c'est le film de Pif Paf, The Furious. Ah, ça se passe pas ailleurs? Non, nulle part. Ça ne passe pas au pâté, et ça ne passe sûrement pas à l'Arvor. C'est le D'accord. cinéma de Snobinard. Ok, donc on peut se le mettre sur l'oreille, on le verra d'une manière parallèle. On rattrapera ça, écoute. Exactement. D'une autre manière. Voilà. C'est ballot. Oui, c'est ballot, on est bien d'accord. C'est fort ballot même, je dirais. Sinon, film, peut-être ce qu'on pourrait considérer le Quentin Dupieux américain, parce que c'est lui aussi son 3e film de l'année, Steven Soderbergh. Ouais. Alors c'est son film en IA, lui. The Christophers, non? C'est pas celui-là où il y a plein d'IA. C'est celui qu'il a déjà tourné. Probablement, c'est ça. Parce qu'il y en a un autre où, paraît-il, il y a de l'IA. Voilà, donc The Christophers, Steven Soderbergh, son 3e film de l'année, comme après Black Bag et Présence, hein, c'est pas mal. Lui-même, on aura peut-être un autre d'ici la fin de l'année, on ne sait jamais. Mais... Autrement, il y a un film avec Isilde Lebesco qui s'appelle Ma famille chérie. Isilde Lebesco, je parie que c'est pas vraiment une comédie. Non. A priori. Il y a la ressortie de Ghost in the Shell de Mamoru Oshii, voilà, donc il a pour le coup repasse cette semaine à l'Arvor. Hein. Ne pas confondre avec le film live action avec que j'avais oublié. Scarjo et Takeshi Kitano. Que j'avais complètement oublié. Comme tout le monde, comme les gens qui l'ont fait d'ailleurs. Et sinon, c'est vrai qu'il y a eu ça. Pour vous, les jeunes, les mélomanes et les femmes de K-pop, vous pourrez voir au cinéma BTS World Tour Airang in Busan. Voilà. Tu vois ce que c'est BTS? Oui, non, mais ça va quand même. J'ai un certain âge, mais voilà, je sais ce que c'est que BTS et je sais ce que c'est. Enfin, je sais comment est-ce qu'on fait 6-7. Donc c'est voilà. bon. Ah non, mais je suis attention. Hein. Non, mais oh là là. Attention. Alors là, ça me la coupe. T'as vu des jeunes récemment, des neveux, des nièces? Ouais, ça m'arrive de voir des jeunes de temps en temps. En tout bien, tout honneur, bien évidemment. Bien évidemment. Bref, nous allons passer à la section critique de cette émission et retourner à un temps que les moins de 20 ans, malheureusement, ne peuvent pas connaître. L'époque du pognon à outrance, du trop-plein de cocaïne, des excès de cinéma, une époque bénie que sont les années 90. Des types d'un seul coup, hors normes, très éloignés des patrons de studio de l'époque, qui avaient de l'ambition de faire des grands films qui allaient réunir tout le monde. Et ça, c'était extrêmement séduisant. They had a reputation. My friend, a good friend, Andy Bueno, was Mario's partner. We're both Hungarian, of course, we met, and I wanted to work with him. Amazing story. He left Hungary at 13 by himself, without parents, in Hong Kong, and then worked his way up in Hollywood. Mario Casar was, I think, a bit of a playboy, enjoyed life. But he was very supportive, much more easygoing. Mario Casar knew how to make a big movie, and a movie that would be a crowd pleaser. His dad owned movie theaters in Lebanon. His knowledge of cinema really served him well. Andy was kind of the angry person. Mario was more relaxed, but probably less serious about the finances. Il savait quand il dépensait trop. Andy était là pour dire mais voilà comment on va faire. Il y avait un bon dialogue complémentaire entre les deux. And those guys did have the sense to know what
about those movies is saleable. And this was also important because they were all financed via pre-sales, which is basically you put a package together of a script, a star, and a director, and you go to territories. You go to France, you go to Germany, you go to Japan, and you just say, I'm gonna make this movie. How much will you pay me to show it in your territory? And based on this, the movies were completely financed before the cameras rolled. It was kind of genius. Vous êtes toujours dans En attendant Godard sur Syllab, et donc c'était un extrait du documentaire Carolco, un rêve hollywoodien, co-réalisé par Julien Dupuis et Jérémy Fauchou. Nous allons parler dès à présent pour revenir vers cette époque qu'on ne dirait pas forcément bénie, mais qui en tout cas était pour le moins chamarrée, donc de la fin des années 80 jusqu'au milieu des années 90, sur le documentaire qui s'intéresse, comme son titre l'indique habilement, à la firme Carolco, qui a duré 20 ans pile poil, de 1976 sa création jusqu'à sa banqueroute en 1989, avant de revenir de 96, pardon, oui, exactement, de manière éphémère au moment notamment de la production de Terminator 3 sous le nom de C2, donc Carolco 2, donc firme créée par Andrew Vajna, donc d'origine hongroise, et Mario Kassar, qui lui était d'origine libanaise, et donc l'association de ces deux businessmen et gentlemen du cinéma est née donc la firme Carolco, qui a produit une palanquée de films, pour le moins excessifs, mais sacrément bien quand même, pendant une vingtaine d'années, même si la firme a surtout pris son envol à partir de 82, avec le premier Rambo donc, de Ted Kotcheff, avec leur vedette Sylvester Stallone, et les suites aussi donc, qu'ils ont produit, en tout cas Rambo 2 et Rambo 3, et à partir de ce gros succès qui fut un carton cosmique, ils se sont mis à avoir énormément d'argent et énormément d'attention. Et le film revient là-dessus, surtout à partir de ces périodes post-82, de comment en fait ces deux mecs qui n'étaient personne dans l'industrie hollywoodienne ont finalement réussi à challenger les grosses majors et les gros studios, donc que ce soit la Fox, Warner, Paramount et compagnie, en attirant à la fois les plus grandes stars du monde actoral, notamment les gros bras, Schwarzy, Stallone, Van Damme et compagnie, et aussi des metteurs en scène qui avaient des véritables points de vue intéressants comme Paul Verhoeven, Adrian Lyne, ou des gens justement qui venaient d'un certain cinéma européen plutôt d'action et puis de science-fiction comme Roland Emmerich, et ils reviennent tous là-dessus en fait sur leur rapport avec la Carolco et sur ces années-là de cinéma, ces années extrêmement folles qu'on pourrait appeler les années de la gabegie financière, où clairement des gens qui avaient beaucoup trop d'argent et une gestion beaucoup trop aventureuse de leurs moyens financiers. Et justement, le film revient là-dessus, à la fois sur la personnalité de ces deux créateurs, donc Andrew Vajna qui était plutôt, on va dire, le pragmatique, le véritable businessman qui savait tenir les comptes, et à côté le créatif, mais qui n'avait aucune notion de la gestion des finances, qui était Mario Kassar. Et donc ça revient justement sur ces deux personnages très hollywoodiens pour le coup, qui sont très flamboyants, qui sont très excessifs, et les excès en fait se retrouvent à la fois dans la fabrication, dans la forme même des films, qui sont quasiment des pour certains des blockbusters d'auteurs, ou en tout cas des films où les créatifs, que ce soit les scénaristes ou les metteurs en scène ou les acteurs, avaient très souvent champ libre, et aussi les excès qui vont avec dans la production même des films, et évidemment dans les à côté, dans la promotion, dans les fêtes, où des quantités de pognon astronomiques coulent à flot, de la cocaïne, j'en parle même pas. Quand on voit les gens qui sont dans le documentaire, on sait clairement par quoi ils sont passés. Et justement, c'est là quand même une des beautés du documentaire, c'est d'avoir autant d'intervenants de qualité, parce que c'est ce que racontait Julien Dupuis, c'est que quand ils ont commencé à faire le documentaire, un tout petit budget de production, mais en tout cas, tous les gens qu'ils ont abordés pour apparaître dans le documentaire, ils ont tous dit oui tout de suite, parce qu'ils voulaient tous reparler justement de cette époque, on va dire, bénie pour eux, donc du cinéma. Malheureusement, il n'y a pas Mario Kassar qui, jusqu'au dernier moment, valsait sur l'idée de oui ou non de faire le film, alors qu'il est en contact avec Julien Dupuis depuis plusieurs années déjà, mais lui disait non, finalement, je ne vais pas le faire, parce qu'il est, en gros, globalement, même s'il est toujours producteur depuis la chute de la Carolco, il se laisse plus ou moins vivre sur ses acquis et ses millions de dollars, mais en tout cas, il a moins cette volonté de vouloir apparaître de manière publique et de reparler de la banqueroute de ce studio absolument hallucinant, et qui est une anomalie en fait dans le système hollywoodien de réussir à avoir autant de pouvoir et autant de puissance aussi vite. Et donc évidemment la chute n'a été que
plus vertigineuse, même si on ne mettra pas tout ça que sur le compte de Rémi Harlin, même s'il a évidemment sa part de responsabilité là-dedans, ce sacré Margoulin de Finlandais, même si, comme on le voit dans le documentaire, justement, les problèmes financiers de Carolco, en fait, les ont suivis dès le début des années 90, malgré les énormes succès qu'il pouvait faire. Je pars un peu dans tous les sens, Thibaut. Oui. Ce qui s'appelle jeter la grenade dégoupillée, je dis aux collègues. Alors, on sait que Julien... Il co-réalise, hein, c'est Joël Puy et Jérémy Fauchou. Et que Julien et Jérémy auraient peut-être voulu avoir un film différent, parce que Mario Kassar n'intervient pas dans le film. Cameron aussi. James Cameron n'intervient pas également dans le film. Mais néanmoins... Il était aussi en contact avec Cameron, parce qu'il bosse avec lui avec la Cinémathèque française, mais là, il est un peu occupé. Mais c'est compliqué. Il faut quand même... Il compte ses lingots d'or. Il faut quand même remettre l'église au centre du village. Ce documentaire-là, ce portrait de cinéma, on pourrait dire ça comme ça, est un authentique film d'amour. Qui est rare en plus, parce qu'on a rarement des films sur les sociétés de production. C'est plutôt souvent sur les comédiens, parfois sur les metteurs en scène. Sur des réals, mais surtout des acteurs, parce qu'on se souvient par exemple... Mais le côté prod, on a rarement ça. Voilà, on se souvient du portrait formidable de Tom Cruise. Enfin, il y a un portrait de Tom Cruise qui était absolument 52 minutes Arte. Superbe. Il y a Jim Carrey. Il y a eu aux États-Unis un documentaire plus long, mais assez similaire dans l'esprit sur la Canon. Oui, exactement, qui date d'une petite dizaine d'années. Mais c'est un amour, en effet, c'est l'amour. En fait, il y a plusieurs types d'amour dans ce film-là. Déjà, il y a l'amour des réalisateurs envers un studio. Il y a l'amour de toutes ces personnes qui sont interviewées envers le studio. Il y a l'amour de Mario, parce que Mario Kassar, il s'est dit dans le documentaire, mais c'est un authentique amoureux du cinéma, parce que... C'est un vrai cinéphile. C'est un vrai cinéphile, parce que il vient d'une famille qui était dans le milieu du cinéma au Liban, et puis c'est l'amour de nous, spectateurs et spectatrices, à la vue de la somme hallucinante de Total Recall, de des Terminator 2, de Pacific mentionnés. Universal Soldiers. Ça ne débande pas du début à la fin. Et je trouve que voilà, le documentaire, en effet, a le mérite d'exister, parce que voilà, ça remet au centre quand même un studio, comme tu disais. On était sur une forme de rébellion, ou du moins un pas de côté. On était sur du cinéma vraiment renégat à ce niveau-là. D'ailleurs, ils le disent eux-mêmes. Nous, en fait, les majors, en fait, faisaient tout pour nous couler. Ils ne comprenaient pas notre système de financement, ils ne comprenaient pas notre système de financement, d'ailleurs, parfois un peu opaque. Hein. À la limite de la pyramide de Ponzi, quand même. Il y a clairement des fonds qui sont... Voilà, bon... C'est Hollywood. C'est dit dans l'extrait que tu as... Oui, sur le financement des films, d'aller chercher des investisseurs étrangers avant la production pour financer. Ce qui n'est pas si bizarre que ça. Hein. Non, maintenant, ce qui est plus le cas. Mais ce qui est effectivement peut-être plutôt une technique européenne, parce qu'il me semble que les Italiens faisaient ça aussi au Festival de Cannes, ils allaient au marché du film. Ça, c'est des trucs que j'ai dû entendre. Alors justement, on parlait d'escrocs et de Margoulin pour le coup. Ça, et les mecs arrivaient avec une affiche, tu vois. Ça, à Cannes, il y en a plein d'affiches de films la Trauma, je me demande si la Trauma n'a pas fait des trucs comme ça aussi. Enfin, mais pour eux, ça marchait pas. Mais en tout cas, voilà, ça nous redonne, en fait, ça nous conforte, ou du moins pour celles et ceux qui veulent découvrir ce que c'était la Carolco, ça permet une découverte de ce qu'était un studio et comment ce studio, en fait, a fait la nique à toutes les majors en produisant des films qu'on peut maintenant, je pense, qualifier d'essentiels dans l'histoire du cinéma contemporain. Par exemple, on pourrait en citer, alors on pourrait tous les citer, mais on pense à la trilogie Rambo, avec un entretien, les extraits avec Peter McDonald, le réalisateur de Rambo 3, sont absolument passionnant, et en fait tu vois comment le mec il arrive de nulle part et puis il fait non mais il arrive à la douane et puis il fait non mais je vais réaliser Rambo 3, oh putain c'est bon tu passes, vas-y. La trilogie Rambo, bien entendu, le cinéma de Paul Verhoeven, où on se rend compte de l'importance mais hallucinante et capitale de Total Recall, et de voir surtout à quel point tu peux faire un film qui coûte autant de pognon en étant aussi violent et en étant aussi peu soft, quoi. Et bien entendu Terminator 2 de James Cameron. Mais tous ces films-là ont un dénominateur commun, ce qui est dit dans le documentaire, c'est que c'est un film Carolco, et c'est un film où il va y avoir une extrême violence.
il va y avoir quand même quelque chose à dire parce que ce sont tous des cinéastes qui ont quelque chose à dire. Mais il y aura de la fesse. Et il y aura surtout des guns. Alors, ils ont tous quelque chose à dire. Il y aura de la fesse. Alors, pas tous, parce qu'il y a quand même Roland Emmerich dans le tas aussi. Mais Roland, il a des trucs à dire. Alors le problème, Roland, il est hyper cool. Roland, il est hyper très drôle. content d'être là. Il a juste une décoration d'arrière-plan un peu approximative. Alors, la maison de Roland Emmerich, en fait, elle est décorée entièrement jusque dans la salle de bain avec des images de dictateurs mondiaux. Il y a genre Mao, Staline, Mussolini et plein d'objets dans sa maison partout en forme de bite. Ouais, tu vois, c'est marrant. Je suis pas surpris en fait. Je suis pas surpris. Il y a des reportages photos chez lui. Mais en tout cas, ça mode ses travaux. Mais en tout cas, ça donne envie de se replonger. Ça donne envie de découvrir ce C absolument mythique qui est venu, comme il a disparu, de manière, comme tu le disais, de manière extrêmement stellaire. C'est une espèce d'étoile, c'est une espèce d'anomalie, une comète. Non, mais ils sont arrivés au moment où il fallait. Et c'est arrivé au moment où il fallait, avec un goût pour le public. Ouais. Ils ont cerné le goût du public. Ils ont pris le train du blockbuster en marche, mais avec une espèce de côté taré, en fait, mais qu'on retrouve dans d'autres pays, en fait. C'est-à-dire à la même époque, tu regardes à Hong Kong, c'est bien zinzin. Début des années 80, voilà, ça. Tu vois, et en fait, c'est-à-dire qu'il y a vraiment deux voies. En fait, les années 80, c'est ça, tu as vraiment deux voies. C'est une voie d'une sorte de conformisme audiovisuel fait pour la télévision. Et puis, les derniers feux, on va dire, le chant du cygne d'une espèce de folie cinématographique qui appartient à Mario Kassar. C'est plutôt un personnage des années 70 qu'un personnage des années 80, en fait. Ouais, parce que Kassar et Vajda, en fait, pour le coup, c'est une espèce qui existe quasiment plus, qui était véritablement des producteurs et pas des gars de studio. C'est-à-dire qu'ils avaient leur studio et c'était les majors qui distribuaient leurs films, donc Tristar et compagnie, Disney, je sais pas, machin, mais eux, ils étaient vraiment les producteurs. Comme à une époque, à peu près à l'époque, il y avait Don Simpson et puis Jerry Bruckheimer, il y avait Joel Silver, donc ce genre de vrais producteurs qui à la fois ils ont une patte, parce qu'en fait on reconnaît la patte des producteurs dans les films, on reconnaît à la fois la patte des metteurs en scène, la patte des acteurs aussi parfois, mais il y a aussi un style de production en fait dans leurs films qu'on reconnaît presque immédiatement quand on connaît un peu le cinéma de ces années-là, et c'est quelque chose qui pour le coup a quasiment totalement disparu, et c'était pour le coup, comme je le disais, vraiment des personnages romanesques de films hollywoodiens, quoi. C'est Gatsby le Magnifique, c'est vraiment des excès dans tous les sens. Avec les bons côtés, flamboyant, il y a toutes les anecdotes tyranniques, la fête dans l'avion, là, le voyage à Cannes, c'est absolument hallucinant. Ouais, c'était un autre Cannes aussi, quoi. C'était Cannes des années 90. C'était quand même cocaïne à tous les étages, grosse soirée. C'était quand même assez particulier. Moi, je trouve qu'il y a un aspect qui m'a intéressé moi dans le film que j'ai trouvé bien et que j'aurais presque même aimé voir un peu plus dans le film. C'est tout le truc sur les projets qu'on pas les projets qu'on pas vu. Oui, parce que ça revient beaucoup là-dessus. Moi, ça j'aime beaucoup. Moi, le mythique Isobar. Mais qu'est-ce qu'on a loupé alors, le fameux film sur les croisades de Verhoeven, évidemment. Mais alors, et ce film dont moi j'avais jamais entendu parler, ce film où Stallone est choisi en chien. Non, alors il y a ça, et il y a celui avec Stallone dans une ville inondée par une tempête qui poursuit des braqueurs, où à la fin, normalement, il y aurait dû avoir un destroyer qui poursuit les braqueurs avec un die-hard pendant une tempête. Non, mais voilà, et quand tu effectivement plus d'enfer. Plus d'enfer, mais en taré, quoi. Plus d'enfer, mais en psychotique, quoi. Tu dis, j'aurais bien vu. C'est pour ça qu'ils ont abandonné pour faire Cliffhanger. Voilà. Et justement, alors là, pareil, c'est là où justement tu vois aussi c'est là où tu peux imaginer là il y aurait vraiment une fiction à faire, une fiction uchronique. Qu'est-ce qui se serait passé si Carolco avait choisi de faire Crusade de Verhoeven et pas le fameux L'île aux pirates, qui est pas si mauvais que ça, qui est pas un mauvais film, qui est juste un film qui a coûté beaucoup trop cher. Et de toute façon, et en plus on est dans une période où il y a pas mal de films, des films nautiques, ça se plante. C'est-à-dire que je crois que Waterworld, c'est peut-être un peu plus tard, mais c'est même période. C'est ça, quoi. Et pareil, catastrophe, quoi. Enfin, c'est-à-dire des films. En fait, on est à la fin des effets spéciaux organiques, on va dire. Les mecs mettent tout dans le jeu. C'est la transition. On est à la transition, voilà. C'est-à-dire le post-Terminator 2, justement, qui est un peu post-Jurassic Park. Post-Jurassic Park, voilà, où en fait, tous les années 90 jusqu'au début des années 2000, on n'est pas encore à Titanic. On n'est pas encore à Titanic. On n'est pas encore arrivé à Titanic. Il y a Starship Trooper qui arrivera, qui est la parfaite
parfaite jonction entre des effets physiques et mécaniques et des effets spéciaux visuels numériques. Voilà, on est dans cette période charnière, quoi, où du coup tout le monde expérimente à pleine balle avec beaucoup trop d'argent sans vraiment savoir où ils vont. Donc parfois ça donne des choses grandioses et parfois ça donne vraiment des trucs qui se cassent la gueule, quoi. Et L'île aux pirates, effectivement, c'est un film qui est connu. Alors qui est connu aussi. Alors moi j'ai lu. Ils en parlent pas trop dans le documentaire, mais il y a pas longtemps, moi j'ai lu un article dans SoFilm sur le tournage de l'île aux pirates. Alors ça, évidemment, ça demanderait à être débattu, mais apparemment quand même, Renny Harlin était quand même en mode genre mégalo de chez mégalo, quoi. Et il était marié à Gina Davis à l'époque. Ce brave Finlandais. Elle, visiblement, a détesté le tournage. Elle a trouvé ça. Ils avaient déjà tourné en plus un film avant, d'après le scénario de Shane Black, Au revoir à jamais, qui avait déjà coûté bien cher et qui avait été un bon gros bide. Alors que c'est un film hyper cool. À l'époque où Shane Black était le scénariste le mieux payé d'Hollywood, justement parce que son scénario pour Au revoir à jamais a été vendu aux enchères 4,5 millions de dollars, ce qui avait dépassé celui de Basic Instinct, ce vieux margoulin de Joe Esterhaz qui raconte ça, la vente aux enchères de Spec Script, quoi, ce qui est quand même clairement quelque chose qui ne se fait plus trop, et 4 millions de patates pour un truc qu'il a écrit sous coke et sous whisky en 13 jours dans une chambre d'hôtel. Voilà. Putain, c'est quand même beau le cinéma. Ah bah là, c'est du cinoche à la Sam Peckinpah, quoi. Enfin, je veux dire, c'est ça, c'est des cinoches c'est à la fois des cinoches d'aventuriers, des cinoches de margoulin, quoi, en fait, quoi. Mais ce qui est bien, c'est que ils réussissent là où la Canon a échoué, quelque part. Enfin, la Canon a échoué. La Canon n'a pas totalement échoué, parce que c'est quand même rigolo de regarder des films Canon. Et c'est plus cheap, les prods de Canon. Mais c'est plus cheap, voilà, exactement. C'est plus cheap. C'est du Chuck Norris, il doit y avoir un peu de Van Damme aussi, quand même. Mais c'est beaucoup du Chuck Norris, dans mon souvenir. Moi, c'est beaucoup du Chuck Norris. Un Jean-Luc Godard. Oui, et un Jean-Luc Godard, voilà. Mais de la même manière que là, chez Carolco, t'as Costa Gavras. T'as Music Box de Costa Gavras, qui est pas du tout un film d'action, quoi. Ou L'échelle de Jacob, film d'Adrian Lyne, qui est aussi dans le documentaire. Ouais, et film qui était repassé il y a pas longtemps à la revoir, que moi j'ai eu l'occasion de revoir, et qui je trouve mais tu vois, comme Angel Art, il parle pas d'Angel Art. Mais c'est marrant parce que tu vois, quand je me suis dit mais oui, c'est la Carolco, mais c'est normal que les deux films il y a quelque chose de tu vois, tu sens une ambiance commune, tu vois, entre les deux films, parce qu'effectivement Angel Art, c'est aussi à la fois il y a aussi le truc que Lyne et puis Parker sont plus ou moins de la même école de mise ils en scène, sont britanniques, ils viennent tous de l'école pubarde britannique. Bon voilà, donc c'est apparemment il a bossé avec Ridley Scott et Tony Scott. Alors je sais plus sur quel film par contre il a bossé avec eux, à Carolco, sur quel film il. Oui, parce qu'il parle, à un moment, il parle des frères Scott, mais il précise pas sur quel film c'est. Bon, j'ai un peu peur que pour Ridley Scott ce soit 1492, mais voilà. C'est pas si mal. J'aime bien. Oui, mais t'es pas objectif. Non, mais voilà. Et c'est vrai que. Mais moi, je pense qu'il y avait presque. Après, je comprends, c'est la nécessité du format. Il y avait presque de quoi tirer une mini-série, tu vois, en fait, de 5-6 épisodes. Julien, ce qu'il me racontait, c'est qu'il aurait bien fait au moins 1h30, mais que c'est pour la télé française. Donc 50 minutes. Il y a des contraintes de temps, donc ça dure 59 minutes. Alors, même si, évidemment, il y a énormément de choses à raconter, même si. C'est déjà bien, en tout cas. Le documentaire raconte déjà beaucoup. À la fois, ce que j'aime bien c'est que les intervenants sont clairement très nostalgiques de l'époque et ils racontent super bien, je pense, en enjolivant un petit peu la beauté des choses. Il y a pas mal de scénaristes, donc ils racontent bien les histoires. Il y a Stephen de Souza, il y a Joe Esterhaz, Adrian Lyne, tout ça, mais en même temps, je trouve que le documentaire a le mérite de lui-même d'avoir suffisamment de recul sur cette période-là, en savant que quand même, en sachant que c'était quand même souvent des purs films, enfin beaucoup de purs films qui étaient produits, mais il y a aussi quand même, faut pas oublier que c'était clairement un truc absolument aberrant et avec toutes les dérives probables qu'il y a dans ce genre de système, à la fois de financement et puis de star system, quoi. Et ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que le ton du film tu vois, tu disais que c'est un film d'amoureux, moi je suis tout à fait d'accord, mais par contre c'est pas un film qui tombe dans la fanatitude nostalgique, tu vois, Stranger Things-esque, tu vois. Bon voilà, moi je trouve qu'ils ont moi j'ai vraiment apprécié le côté vraiment synthétique, c'est-à-dire qu'en fait quelque part effectivement la Carolco, moi je suis pas du tout un spécialiste, mais tu vois, ça reconnecte, tu vois, ça relie les points. Tu dis mais oui, mais c'est vrai que ce film-là c'est Carolco, puis celui-là aussi, et puis celui-là aussi, et puis celui-là aussi, et ça fait système en fait au bout d'un moment. Et le film je trouve ce grand intérêt-là, moi je trouve, d'être suffisamment pédago et synthétique en fait pour que si tu t'es pas forcément trop intéressé, mais que t'es quand même amateur de ce genre de cinéma, tu te ressouviens que ça et ça c'est la Carolco, et ça voilà, je trouve que ça donne une sorte de cohérence à l'ensemble, quoi. Je trouve que ça, j'ai trouvé ça plutôt appréciable. Et puis c'est vrai que on ne rentre pas dans l'analyse filmique, hein. Le but c'est vraiment de faire il y aurait de quoi dire aussi. Il y aurait de quoi dire, mais c'est la prod, c'est pas les films. C'est le portrait d'un studio. Donc en effet, je trouve que c'est hyper intéressant d'avoir des réalisateurs et des scénaristes.
Après, des membres aussi de la Carolco au niveau production. Au niveau prod, notamment Dean Devlin qui est quand même pas. Et il y a le Dean Devlin pas un tout petit producteur. Qui a beaucoup bossé avec Roland Emmerich notamment. Mais est-ce que, alors ça, je ne sais pas. Le formidable Geostorm avec Gerard Butler, n'oublions pas. Je ne sais pas en fait quel avait été les contacts des réals avec des acteurs, par exemple. Moi, j'aurais bien. On a parlé de James Cameron, mais est-ce que un gars comme Stallone, parce que quand même Stallone, là, on est sur la trilogie des Rambo et Cliffhanger. Donc, est-ce qu'il aurait pu avoir des choses à raconter ? Il aurait sûrement eu des choses à raconter. Sachant que Stallone aussi. Voilà, après, je pense que c'est très bien de ses films, après, donc ça aurait été intéressant. Après, Stallone, là, il est très occupé en tant qu'ambassadeur MAGA à Hollywood, donc. Ouais, puis je pense que ça reste quand même des mecs qui ont des égos quand même surdimensionnés et qui je pense. Alors que là, pour le coup, c'est vrai que comme tous les gens qui sont interviewés dans le doc, c'est clairement des vieux et qui tournent plus des masses, ils en ont plus rien à foutre. Ils peuvent raconter. Ils peuvent être francs sur le truc. Alors que bon, on se refait Roland Emmerich, évidemment. Roland Emmerich qui a une anecdote très drôle sur Universal Soldier et Jean-Claude Van Damme. Je ne te filmerai pas faire ton grand écart. Par contre, tu auras les plus belles fesses huilées du cinéma hollywoodien. Et c'est pour Stargate, non, que James Cameron vient pour le montage ou c'est pour Universal Soldier? Non, c'est sur un autre truc qui vient. C'est sur un truc de. Oui, mais en gros, c'est ça, c'est que les grosses vedettes qui passent dans le studio, qui viennent te dire quoi faire. Voilà, ça, c'est pas mal. Et en fait, t'as l'impression d'avoir un. T'as Walter Hill aussi. Il y a Extrême Préjudice. Il a fait Reddit. Ouais, ils ont produit des Reddit et tout. Extrême Préjudice. Ouais, Extrême Préjudice. Et t'avais l'impression de voir en fait une bande, c'est une espèce de bande, c'est en bande organisée. J'ai l'impression que ce qu'ils voulaient faire, c'est une genre de studio hollywoodienne à l'ancienne, quoi, avec un pool de scénaristes, des pools d'acteurs, des techniciens qui reviennent d'un film à l'autre. Mais personne. Je pense qu'ils étaient tous grassement payés, donc. La soupe devait être plutôt bonne. Mais c'est vrai que il n'y a pas la petite musique nostalgique. En fait, tout le monde raconte ça avec. La sens que ça leur manque à eux. Avec impétence. Eux, ça leur manque à eux, mais par contre, le film, lui, n'est pas. Ne plonge pas dans le comment c'était trop génial avant, quoi. Même si c'était quand même pas mal. Même si super. Moi, c'est le cinéma de mon adolescence, donc clairement. Forcément. C'est Madeleine sur Madeleine sur Madeleine. Et puis bon, c'était effectivement, comme ils le disent dans le documentaire, c'était du cinéma pour les garçons, quoi. C'est effectivement, c'était. Oui, quand même. On peut le dire. C'est plutôt du cinéma pour les garçons. Effectivement, c'était pas très paritaire. Mais quand t'étais un garçon en 95, t'avais exactement ce que ton petit corps bourré d'hormones voulait. Voilà, mais après, même s'il y a eu comme des immenses stars féminines qui ont avec Gina Davis, Sharon Stone, Jessica Lange. Par exemple, mais bon, c'est vrai que c'était un petit peu. Ça restait quand même. C'est pas des rôles à Oscar. Et puis c'est pas les films les plus féministes de la Terre non plus, quand même. Quoi. Faut bien reconnaître, quoi. On considère ça comme un divorce. Non, mais voilà. Oui, on pourrait trouver à redire aujourd'hui, quoi. Ça c'est clair. Mais le docu a le mérite d'exister, en tout cas. C'est le témoignage d'une époque. Fallait y être. Exactement. Alors, c'est. Mais par contre, effectivement, pour un jeune ado de 15 ans qui écoute du métal par ailleurs, tu vois, ça marchait très bien. Ça marchait très bien. Des souvenirs émus de cette époque, docteur. Ouais, même s'il y a plein de films que moi j'ai découvert beaucoup plus tard, que j'ai pas forcément découvert quand ils sont sortis. Moi, j'étais un peu trop jeune pour Total Recall, même un peu trop jeune pour T2. En tout cas, mes parents trouvaient que j'étais trop jeune. Voilà. Et j'avais pas de grand frère qui me montrait les trucs en secret, donc moi j'ai vu les choses. Avec un père, bon. Voilà. Oui, puis alors on avait, ça restait compliqué de capter la télévision, donc. La TSF. Voilà. Et donc on était encore au cinéma muet. 80. Aller chercher le lupi au milieu des loups. Voilà, exactement. Et des sangliers, des sangliers sauvages. Donc non, mais voilà. Non, mais j'étais un poil jeune pour une bonne partie des films. Donc moi j'ai plutôt découvert ça plus tard, en fait, plutôt fin des années 90, début des années 2000, mais c'était tout aussi appréciable. Donc c'est Carolco, un rêve hollywoodien réalisé par Julien Dupuis et Jérémy Fauchou, disponible sur le câble, sur la télévision, mais probablement bientôt sur Internet. Donc voilà qu'on vous recommande évidemment chaudement, et on espère soit une suite, soit une version longue qui nous racontera en long, large en travers avec Mario Kassar. Avec Stallone. Voilà. Schwarzenegger. Andy Vajna est mort il y a une petite dizaine d'années et Mario Kassar, lui, est encore vivant. Et je recommande sur Andy Vajna un excellent article qui était paru chez Vanity Fair il y a en 2014, excellent article signé Philippe Garnier, qui interviewait, qui revenait longuement sur la carrière justement de Andy Vajna. Et Sharon Stone. Oui. Est-ce qu'on pourrait avoir le point de vue de Sharon Stone? Ah oui, ça serait bien. Sur cette bande de garçons. Ça serait bien. Donc on va s'arrêter là, on va passer à toute autre chose, mais on se quitte avec un nouveau petit extrait du documentaire sur la chute
du studio. I think the other studios were happy that Kuroko finally met its demise. Le fait qu'ils allaient très vite, très haut, dérangeait. Quand ce sont les studios qui mettent en place le nouvel Hollywood, ça va. Et quand un studio va piquer aux majors leur talent, leur tête d'affiche, voire certaines franchises, là, le système s'inquiète. Ça les dérange. C'est un monde fermé, qui se rencontrent dans le même restaurant, dans les mêmes fêtes, etc. Ils se connaissent. Carolco weren't part of the big Hollywood machine, and so everyone tried to screw them over. Je n'ai aucune preuve, mais je le pense. Je le pense parce que la dette qu'ils avaient, je pense autour de 40-50 millions, je ne me souviens plus exactement, mais ce n'était pas tellement énorme par rapport à ce qu'ils avaient fait. Mais je pense que les grandes compagnies ont dit fermez les yeux, jusqu'au moment où il y a eu quand même la pente, où ils ont dû pousser tout petit peu. Vous êtes toujours dans Nathan Godard sur Syllab, et donc c'était un nouvel extrait du documentaire Carolco, un rêve hollywoodien de Julien Dupuis et Jérémy Fauchou. Et maintenant, dans un tout autre style, mais peut-être encore dans les excès, c'est le nouveau long métrage de Sang Ho-yeon, le troisième film de sa trilogie sur les infectés, après donc le dernier train pour Busan et Peninsula, et qui nous revient donc avec Colonie. Personnellement, j'ai lâché l'affaire parce que Peninsula, j'avais trouvé ça très largement insupportable. Mais vous, docteur, qu'en avez-vous pensé de ce film d'infecté ? Eh ben moi j'ai trouvé ça pas mal. Moi j'avais été. Voilà, merci docteur. Moi j'avais été aussi plutôt intéressé par Dernier train pour Busan, plutôt déçu par Peninsula, et je trouve que là il revient plutôt à la formule Dernier train. Ce que je trouve plutôt pas mal. Donc je trouve que ça rattrape il y a moins l'effet de surprise évidemment de Dernier train pour Busan, mais il y a quand même une très bonne idée de base de scénario en fait, et qui est plutôt bien transcrite sur le plan visuel. C'est l'idée que donc ça se passe dans une tour, hein, pour aller très vite, hein. C'est un mélange en fait entre REC et World War Z. En gros, mais un bon film et une merde. Voilà, mais c'est mon avis, c'est quand même moins bien que REC, mais par contre c'est quand même vachement mieux que World War Z. C'est-à-dire que c'est c'est-à-dire que c'est World War Z s'il y avait un scénariste qui avait un peu réfléchi à comment écrire son histoire. Et un metteur en scène, voilà. Et un acteur concerné. Voilà. Et là en fait le truc, donc c'est en gros un groupe de scientifiques, enfin des scientifiques qui se retrouvent pour une espèce de raout fait par Didier Didier Raoult, exactement, fait par une espèce de patron de New Tech, voilà, qui veut faire des expérimentations autour de comment dire, pour qu'on puisse communiquer mieux les uns avec les autres, voilà, avec une espèce de truc comme ça, un peu technoscience, un peu bidon. Sauf que manque de bol, il a viré un de ses laborantins qui veut se venger, qui est donc le grand méchant de l'histoire et qui est particulièrement insupportable, qui est un jeune acteur mais qui joue super bien la petite ordure, et donc il va injecter, donc il va contaminer, il va contaminer le patron de la boîte, qui va devenir infecté, qui va infecter tous les autres à son tour. Et donc au bout d'un moment, nos personnages se retrouvent enfermés dans la tour avec donc un petit groupe de survivants, parmi lesquels une jeune femme scientifique qui du coup doit survivre à tout ça. Mais la bonne idée du film, c'est que les infectés apprennent au fur et à mesure, et qu'ils agissent en fait comme une intelligence une intelligence collective, un peu comme des insectes ou des fourmis ou des choses comme ça, ce qui fait qu'en fait ils se transmettent télépathiquement des informations, et en fait ils évoluent au fur et à mesure, donc du coup ils deviennent de plus en plus dangereux au fur et à mesure que le film avance. Et ça c'est plutôt bien, parce que franchement moi j'avoue que le film est assez, on va dire, c'est sur des rails, hein, donc il n'y a pas de grosses comme surprises. Comme le dernier train, c'est sur des rails. Exactement. Il n'y a pas de grosses surprises, mais il y a quand même cette idée d'apprentissage qui fait que finalement les enjeux du film sont redéfinis de manière perpétuelle. C'est-à-dire que, et je trouve que c'est assez intéressant, parce que sur la pédagogie. Là où tu pourrais dans une logique de jeu vidéo, tu sais, avec des monstres qui ont une routine, et là tu es plutôt dans une logique Alien Isolation, où les monstres s'adaptent aux héros au fur et à mesure, voire même jusqu'à les imiter physiquement. C'est-à-dire ils voient des choses et ils essayent de répéter ça physiquement. Donc ça donne des espèces de panneaux, enfin de peinture un peu baroque, de peinture un peu de composition picturale un peu baroque, avec une imagerie justement un peu grotesque, un peu sur la fusion, avec beaucoup de. Alors il y a un petit côté de sadness, hein, beaucoup de bave, beaucoup de fluide, moins violeur mais plus baveux que dans The Sadness. Donc un film, moi j'ai trouvé qui est pas.
forcément le film ça sera pas forcément le film de cette année, mais par contre un film de Zombard tout à fait bien troussé, avec des acteurs tout à fait convaincants. Docteur, et sur Alien Isolation, je vous recommande la conférence qu'avait donnée notre camarade Jean-Baptiste Massuet au Ciné TNB justement sur le jeu Alien Isolation, et qui est toujours visible sur la page YouTube du TNB. C'était passionnant. Et puis il y a un petit arrière-plan un peu satirique sur la société coréenne, voilà. Une petite métaphore sur l'intelligence artificielle qui va tous nous bouffer. Enfin voilà. Merci beaucoup. Ça se passe très bien. Docteur, on va passer à toute autre chose, mais on va quand même parler de gens qui en bouffent d'autres, mais de manière plus métaphorique. On va se diriger vers la Cornouaille. All right, boy. All right, Dad. What's on? Nothing. You want to come out with me tomorrow? Could do without. Nah, you're right. Need the money, don't you? Not that much, you done. You got something to say, Martin? Just said it, brother. What about you? I'm fishing. Offer's always open. You come back whenever you want. No thanks. Vous êtes toujours dans En attendant Godard sur Syllab, et donc c'était un extrait de la bande originale du film Bait avec le morceau Winner Stays On, composé par Mark Jenkins, qui est aussi le metteur en scène donc de ce film Bait, qui sort en France que maintenant. Donc il est sorti la semaine dernière, alors que c'est un film qui date de 2019. Moi je me rappelle que je l'ai vu, je crois, 7 ans déjà. Je crois que je l'ai vu à peu près au moment du confinement, au moment du Covid, soit le premier ou le deuxième confinement, je ne sais plus. Et je ne pensais pas que ça resterait, que ça sortirait un jour en salle, d'autant qu'entre-temps, Mark Jenkins a réalisé un autre film de fiction, Ennis Men, et son dernier film, Rose of Nevada, sort aux États-Unis en ce moment même. Il a été acheté pour la France, donc espérons qu'on l'aura dans pas très longtemps. Donc c'est quelqu'un qui travaille, on va dire plutôt depuis le début des années 2000, dans le court-métrage et dans le long-métrage documentaire. Et c'est quelqu'un justement qui vient de cette... donc de la Cornouaille, qui est au sud-ouest de l'Angleterre. Et donc, il s'est souvent intéressé à cette région-là, soit dans les îles, soit sur la côte. Et en l'occurrence, Bait, ça se passe sur la côte, sur des marins dans ce petit port de pêche, histoire de deux frères. Il y en a un qui a arrêté la pêche pour aller être traîne-couillon de touristes pour faire des tours sur la côte. L'autre est resté marin, mais comme il n'a plus de bateau, il le fait donc la pêche à la main sur la terre. Et évidemment, ils sont en prise avec la gentrification de l'île, où plusieurs bourgeois arrivent pour acheter des maisons. En l'occurrence, notamment un couple principal qui font Airbnb. Et donc, ça va être les tensions à la fois avec les nouveaux habitants, les tensions entre les frères, et bien évidemment des deuils qui se rajoutent par-dessus et différents drames. Mais finalement, ce qui compte le plus, ce n'est pas le scénario strictement dit, puisque ça, en gros, c'est plus ou moins balisé, plus ou moins attendu, mais ce qui est intéressant, c'est évidemment toute la mise en scène de Mark Jenkins, puisqu'il a tourné ça en pellicule, en 16 mm, avec une caméra Bolex et des bobines de 30 mètres, sans aucun son direct, tout est post-synchronisé, à la fois les sons d'ambiance et puis les dialogues, bien évidemment. La beauté de la chose, c'est à la fois ce grain très particulier du 16 mm, mais pour filmer des choses contemporaines, une vision de la mer, ou en tout cas de la côte évidemment, qui n'est pas sans rappeler les films de Jean Epstein, donc d'il y a un peu plus d'un siècle déjà. Ou de Flaherty. Ou de Flaherty. L'homme d'Aran notamment. On va dire ce genre de cinéaste de la côte, ou en tout cas cinéaste de l'élément marin, qui avec ce genre d'images ont été extrêmement marquants et qui restent toujours extrêmement impressionnants maintenant. Et donc on retrouve tout ce genre d'éléments dans le film de Mark Jenkins, on va dire dans la politique d'utiliser une certaine type d'imagerie qui est liée avec son discours, et qu'on retrouve en plus dans son film suivant,
Ennismen, qui n'est pas encore sorti, mais que je trouve encore plus beau que Bait. Mais en tout cas, où déjà dans Bait, il y a des choses en termes de mise en scène qui sont, je trouve, extrêmement impressionnantes. Thibaut. Oui, alors autant sur le documentaire de la Carole Coe, je parlais de film d'amour. Ici, c'est vraiment un film de la confrontation, parce que tout le film, tout le système de production peut être vu et lu à l'aune de ces multiples confrontations. En effet, tu le dis, il y a un système de prod, ou du moins de réalisation, voilà, 16 mm, une image extrêmement sale, mais en même temps avec des thématiques très contemporaines. La gentrification, bien entendu, la désertification, ou du moins la perte des emplois traditionnels, si on peut dire ça comme ça, les confrontations au sein d'une même famille, les confrontations au sein d'un même petit village. Et du coup, c'est un film qui est en même temps, et qui fait confrontation également chez le spectateur, parce que c'est un film qui est à la fois extrêmement passionnant, expérimental, ou politiquement, socialement, tu sais où il veut en venir. Et en même temps, c'est un film avec un rythme très langoureux, peut-être lent, trop lent pour certaines. Il y a des gens qui vont rester à la porte, hein, ça c'est sûr. Clairement. Mais du coup, c'est une proposition de cinéma, clairement. Voire même un dispositif. Ah, j'y attendais, merci. C'est une proposition. Un dispositif audacieux. Voilà. C'est une proposition qui est très rare en fait au cinéma. Et je trouve que Bait est un galop d'essai, parce que, enfin, pas un galop d'essai, mais pour ma part, dans le cinéma de Mark Jenkins, c'est mon galop d'essai. Par la suite, j'ai enchaîné avec Ennismen, qui est un film absolument incroyable, beaucoup plus radical. Et là, tu pourrais te dire que dans Bait, voilà, cette radicalité qu'on va retrouver dans Ennismen manque un petit peu. En fait, c'est comme si le réalisateur était lui-même dans sa propre confrontation entre j'ai envie de faire un geste de cinéma extrêmement puissant, mais en même temps, beaucoup de grands mots dans cette chronique. Faut pas que je perde non plus trop mon spectateur, ma spectatrice. Donc, il y a une espèce d'entre-deux. Cet entre-deux est un défaut, et en même temps, c'est une immense qualité qui fait qu'on est devant un film. C'est un pur film de mise en scène, par contre. Est-ce que c'est un film surprenant ? Je ne sais pas. Est-ce que c'est un film surprenant ? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est un film où, alors, on a parlé de cinéma renégat ou cinéma de pas de côté, ici, clairement. Et dans juste pour terminer, dans ce système dans le système sonore, le traitement sonore chez Mark Jenkins est hyper intéressant. Alors, dans Ennismen, c'est complètement taré. Mais ici, et comme dans Ennismen, il y a une importance très puissante de l'outil radiophonique, de la radio, qui nous raconte des trucs en fait, mais des trucs extrêmement graves. Hein. Ça parle de Brexit, ça parle de tourisme, ça parle de violence sociale. Ça parle de violence sociale, qui est extrêmement importante. Et puis, il y a un rapport alors, le terme français, c'est des close-up en fait. T'as l'impression que c'est un cinéaste qui ne filme qu'avec des plans de coupe. Et c'est extrêmement surprenant de voir ça. Il en parle en plus en entretien qu'en fait, il fait beaucoup de plans sur les pieds notamment. Voilà, des plans de coupe ou des objets qu'on va déposer sur une table ou avec des cadrages ultra resserrés alors que tu es en train de parler de la mer. Parce qu'il n'y a pas de multicam justement, donc en fait, il cadre juste en plus, c'est en pellicule, c'est en Bolex. Voilà, mais alors que tu parles de la mer, tu parles des ailleurs, mais en fait, pas du tout, parce que de toute façon, la mer. Ici, on voit danser le long des golfes clairs à les reflets d'argent. C'est surtout un espace naturel qui est quasi mortuaire, parce qu'en fait soit t'es mort par l'argent, soit t'es mort par le non-argent, parce que le manque d'activité. Du coup, clairement un film à voir, un film à recommander, mais un film à aimer, je ne sais pas trop. Docteur. Ouais, moi j'étais plutôt intéressé aussi par ce que propose Mark Jenkins, avec cette espèce de sentiment de voir un film qui est à la fois, qui joue sur des codes qu'on n'a pas l'habitude de voir ou sur lesquels on n'a pas l'habitude de jouer. Notamment les codes du film amateur ou du film étudiant ou du film de famille. C'est-à-dire qu'à certains moments, effectivement, on a l'impression qu'il a réuni des potes à lui et qu'ils ont tourné un film dans le fond du jardin, quoi. Ce qui n'est pas totalement vrai, évidemment. Non, c'est faux. C'est extrêmement maîtrisé. Parce qu'il y a pas mal de plans, notamment justement les plans sur la mer, par exemple. Les plans sur la mer, là, pour le coup, sont très Jean Epstein, sont très Flaherty. Donc, c'est des plans où il a bien réfléchi, sans noir et blanc. Qui sont conscientisés. Voilà, exactement. Et puis il y a plein d'effets de montage. Il y a plein de trucs sur le montage qui font que c'est un film qui a quand même été. C'est pas un film tourné à l'arrache, même si en fait c'est ça qui est marrant. Moi j'ai mis un petit quart d'heure avant de rentrer dans le film.
C'est-à-dire le temps de me remettre en fait dans une esthétique qui est en fait une esthétique disparue en fait. Et il y a un côté presque langue morte en fait dans ce film-là, mais c'est ce qui moi je trouve lui donne sa beauté aussi, c'est le fait de réactiver finalement des esthétiques cinématographiques qui ont disparu. Mais c'est vrai que par exemple à l'inverse d'un mec comme Robert Eggers, c'est Margot qui me le signalait, il est sorti en fait la même année que The Lighthouse, où on pourrait penser que ça convoque la même esthétique, en tout cas le même mode de pensée, mais ils font des choses radicalement différentes. Autant Eggers c'est dans quelque chose de presque fétichiste. C'est quelqu'un qui est sur le pictural, Eggers. C'est quelqu'un qui conçoit ses plans comme des tableaux. Et ça, c'est un truc qui existait déjà depuis The Witch. Alors que lui, il conçoit pas ses plans comme des tableaux, il conçoit ses plans à la fois comme des plans de films étudiants et aussi comme des plans de documentaires free cinéma fin des années 50. Ouais, ça fait enfin, moi j'ai vraiment pensé à ça, le fait d'avoir des plans courts, le fait d'avoir de la post-synchro, de jouer sur la matière sonore comme ça, moi j'ai vraiment pensé pas tellement finalement au long métrage de fiction de Karel Reisz ou de Tony Richardson, mais plutôt Grierson, enfin alors Grierson d'un côté, mais aussi tu vois les documentaires We Are the Lambeth Boys et ce genre les documentaires sur la jeunesse, tu vois, sur la jeunesse britannique de fin des années 50, où tu as vraiment l'impression d'avoir une espèce de captation de quelque chose qui existe en vrai en fait. Et là t'as un peu c'est-à-dire que c'est d'ailleurs le côté naturaliste, faussement naturaliste. Et du coup c'est un peu paradoxal parce qu'à la fois tu as ce côté entre guillemets fabriqué avec un jeu d'acteurs assez blanc, assez brut. Voilà, assez brut, mais qui n'est pas naturaliste. C'est-à-dire que le jeu d'acteur est pas naturaliste, la manière de filmer est pas naturaliste, et pourtant tout est tourné en décor naturel. Donc, ça donne l'illusion du naturalisme. Donc en fait, tu es dans une espèce de confrontation entre le réel et l'artificiel, mais qui finalement du coup ramène justement à des films comme ceux de Flaherty ou comme ceux de Grierson, avec justement cette manière de traiter le documentaire sous forme de fiction ou le free cinéma de la fiction sous forme en utilisant des armes du documentaire. Donc moi je trouve que c'est un film je trouve que l'intérêt principal de ce film là, au-delà de l'histoire qu'il raconte, c'est effectivement le fait de s'inscrire en fait dans des influences qui sont finalement pas si pratiquées, pas si parcourues que ça par le cinéma, qu'il soit britannique ou autre d'ailleurs, mais par le cinéma d'aujourd'hui. Et j'ai trouvé que alors j'ai pas vu Ennisman encore, donc je vais regarder ça, mais j'ai trouvé ça assez... On en parlera de toute façon, je pense quand Rose of Nevada sortira en France. Je suis assez curieux de voir ce qu'il va faire ensuite, c'est-à-dire jusqu'où il peut mener cette esthétique, est-ce qu'au bout d'un moment il va briser avec ça complètement. C'est assez... on a presque vraiment le sentiment de voir la naissance d'une espèce de cinéma, mais qui est en même temps un cinéma qui est complètement inscrit dans des cinémas d'il y a 80 ans, quoi, en fait. Et c'est sans que ça soit vieux con, sans que ça soit passéiste, Et c'est pas du tout inintéressant. Juste pour terminer, et je pense que c'est une influence majeure. Tu parlais de ce côté film d'étudiant, film de famille. Qui est le cas. Il y a un côté de Lynchien, il y a un côté Eraserhead à un certain moment. Mais en même temps, c'est un film qu'on peut qualifier de arty, mais au sens noble du terme, pas au sens péjoratif. Et moi, dans ce film-là, et en même temps dans Ennisman, moi je trouve qu'il y a une influence qui me paraît évidente. C'est comme si en fait on voyait Andrei Tarkovsky en train de filmer la mer. Et je vois dans ce film-là, je vois du Stalker dans la façon dont il filme la matérialité d'un espace, ou du moins des éléments qui imprègnent cet espace. Espèce de mystique de la nature. Plus le côté un petit peu mystique. Mais pour moi, il y a quelque chose de lynchien quand même dans ce film-là, dans certains effets sonores, dans cette espèce de sentiment de tension permanent qu'il y a. Enfin voilà, moi j'ai trouvé aussi. Moi j'ai trouvé aussi des petits. Je me suis dit, tiens, il y a du free cinéma, tiens, il y a du docu, là il y a du Lynch. Il y a à manger. Mais c'est plutôt bien digéré. C'est vrai que la question du documentaire anglais, parce que quand j'ai convoqué John Grierson, en effet, c'est pas du tout le free cinéma, il a plus. C'est le documentaire anglais, mais il était quand même dans cette logique-là, parce que Grierson est allé filmer des pêcheurs. C'est lui qui a produit L'Âme d'Aran. Ou quand on filme les travaux, la Poste anglaise, tout ça. Mais donc, dans une belle histoire du cinéma britannique. Ouais. Merci messieurs, donc c'est Bait de Mark Jenkins, encore dans les salles. On va passer au coup de cœur. C'est nul. Aucun goût. No taste. Goût de chiotte. Les coups de cœur carrément fleurets.
Les coups de cœur, moi, ça va être un grand petit film ou un petit grand film. Ça va être Les Géants de Bully Lanners, où trois adolescents... le Stand By Me belge. Voilà, essayent tant bien que mal de rentrer dans l'âge adulte. Stand By Me. Les Stand By Me, bien entendu. Les Goonies, bien entendu. Moi, j'ai aussi pensé à L'autre rive de David Gordon Green. En tout cas, un très beau film pétri d'humanité. Merci Thibaut. Avec des grands espaces qui n'en sont pas. Je suis bien d'accord. Docteur. Alors moi ce sera espèce de geek. Voilà, une série inspirée d'un jeu vidéo. Donc ce sera voilà le Fallout, voilà dont je suis en train de regarder la première saison. Avec ce bon vieux Walton Goggins, voilà et qui adopte un ton plutôt satirique, moi que je trouve assez bienvenu, avec quand même un petit fétichisme qui, à titre personnel, pour avoir joué au jeu, me plaît bien, parce qu'il y a plein de détails d'arrière-plan où tu fais ils ont pensé à ça, ils ont pensé à ça, ils ont pensé à ça. Pas forcément le fan service, mais comme c'est une franchise de jeu à laquelle je joue depuis le premier opus à la fin des années 90. Et même si je suis assez réservé sur ce que Bethesda a pu en faire, j'ai une certaine affection pour cet univers de Fallout, et je suis assez content de voir que les premiers épisodes, j'espère que ça va pas se devenir catastrophique, mais je suis content de voir que les premiers épisodes me satisfont pour l'instant. Voilà. Merci docteur. Alors moi ce sera deux choses. Premièrement, un film de 1984, Voleur de désir, aka Thief of Hearts de Douglas Day Stewart. Film extrêmement dans son jus de 1984, la musique de Harold Faltermeyer, des néons, du sax reverb, du saxophone, Steven Bauer, de l'érotisme soft, des beaux intérieurs. Si vous êtes fan d'architecture d'intérieur, ce film est fait pour vous. Fondamentalement, il ne se passe pas énormément de choses et pourtant, ça se regarde extrêmement bien. C'est un film très agréable. Je ne sais pas si c'est vraiment recommandable, mais c'est quand même hyper chouette à regarder. La musique, les chansons sont mortelles. Ça dégouline de synthé dans tous les sens. C'est merveilleux. Et dans un tout autre genre, j'espère qu'on en reparlera bientôt, peut-être à l'occasion de la sortie du deuxième dans un mois. C'est La Bataille de Gaulle, l'âge de fer de Antonin Baudry. J'ai pris énormément de plaisir. Pour l'instant, c'est clairement dans mon top de l'année et il n'est pas dernier. J'adore le ton adopté. Benny Magimel est magistral comme tout. C'est un film passionnant sur lequel il y a énormément de choses à dire. Donc, La Bataille de Gaulle, l'âge de fer, c'est trop bien. Merci messieurs d'avoir participé à cette émission. Merci Margot à la mise en son. On se retrouve la semaine prochaine pour parler notamment de Steven Spielberg. D'ici là, portez-vous bien. Prochaine émission, prochaine édition. Ciao, bonsoir. Salut.